Alors quand Jean-Claude a eu la gentillesse de m'appeler il y a 2-3 mois pour me dire on fait un symposium, j'aimerais bien que tu viennes, j'ai dit oui tout de suite parce que ça fait 30 ans qu'on travaille ensemble. Je veux d'ailleurs rendre hommage ici à Claude Abou qui va arriver certainement. Claude Abou a été un de ces grands initiateurs de l'urologie, tant sur la technique, il a été un des premiers à faire une prostatectomie radicale par voie oscilloscopique, puis il a promu le robot, mais il a aussi promu, d'une manière tout à fait formidable, ce lien que tu décrivais entre les médecins, les oncologues, les cancérologues, les chirurgiens urologues, en créant le comité de cancérologie de l'Association française d'urologie avec Bernard Lebel, qui est un chirurgien urologue de Rennes. Et il avait cette vision très globale dans laquelle on a continué et on arrive aux extraordinaires développements dont tu nous as fait part. À l'époque, je m'installais, je quittais l'hôpital Foch, je m'installais, et Laurent Zéra, qui réfléchit à la vie en ce moment dans un sud assez lointain, était un jeune anatomopathologiste brillant. Et on a commencé à travailler ensemble, et je lui ai dit, écoute Laurent, il faut qu'on aille ensemble au comité de cancérologie de l'AFU, et il faut qu'on comprenne ce que toi tu fais comme anatomopathologiste, et que tu viennes voir ce que moi je fais comme urologue. Et donc on a échangé nos postes, il est venu au bloc opératoire, il a regardé, et on a parlé de marge, on a parlé de tumeurs diverses et variées, et puis il m'a dit, ben viens donc, et moi je suis allé regarder et poser mes yeux pas très compétent sur les cellules et sur ces microscopes. Et c'est comme ça qu'on a appris à travailler ensemble. Je vous raconte ça parce que il me semble que quand on est médecin traitant et que même quand on, comme moi, chirurgien de base, quand on entend parler de tous ces grands développements, on a en fait affaire tous les jours à des patients qui ont des symptômes. Et la première chose qu'on a à faire, c'est d'écouter ces symptômes, de savoir les interpréter, de céder des moyens les plus simples pour avancer dans le diagnostic. Eh bien, l'un de ces moyens simples, c'est justement la cytologie urinaire. Et je finis mon introduction en vous disant que quand Jean-Claude m'a dit « de quoi tu veux parler ?» Je choisis ton sujet, je lui dis « écoute, ça me paraît être la cytologie urinaire parce que c'est un instrument et un examen complémentaire indispensable. Et si je peux vous faire passer ce message, eh bien, j'en serais très content. » Alors, on avance comment avec ça? Comme ça. Voilà. Bon, la cytologie urinaire, c'est très simple. Hein. C'est l'étude des cellules qui desquament dans les urines. Et comme il se trouve que ces cellules, elles viennent de l'urothélium et que l'urothélium recouvre l'ensemble des voies excrétrices, des reins jusqu'au méa, eh bien, voilà, je vous ai fait un petit schéma. Ça, c'est un... C'est quoi ça? Il y a un truc là? Non? Tu avais un pointeur tout à l'heure, c'était peut-être le tien, non? C'est ça? Et le truc rouge, voilà. Donc, en fait, la cytologie urinaire s'adresse à l'intérieur des cavités rénales, donc la muqueuse, des tiges calicielles, du bassinet, de tout l'urtère et de la vessie. Une tumeur du parenchyme rénal ne donnera jamais une anomalie de la cytologie urinaire. Une tumeur de la prostate ne donnera pas une anomalie de la cytologie urinaire. ECBU et cytologie, je voudrais insister là-dessus. Tous les laboratoires sont capables de faire un ECBU correct, un examen cytobactériologique des urines. Quand vous lisez un ECBU, ça commence souvent par cytologie. Ce n'est pas du tout de cette cytologie urinaire qu'on parle là. La cytologie de l'ECBU, c'est les leucocytes et les globules rouges. Ce n'est pas les cellules qui desquament dans les urines. La cytopathologie urinaire, enfin l'étude de la cytologie urinaire telle qu'on l'entend ici, c'est une étude des cellules. Ça, c'est un examen difficile. C'est un examen compliqué que peu de laboratoires font correctement. Peu de laboratoires font correctement. À Paris, il y en a peut-être 2 ou 3 qui savent faire de la cytopathologie, de la cytologie urinaire. Bon. Ici, dans ce laboratoire, on a pris depuis des années, enfin je dis on, je m'invite un peu dans la famille, c'est pas mon laboratoire, mais disons que les anatomopathologistes, Laurent Zéra m'a dit, et je vais te faire de la ploïdie. La ploïdie, ça a trait justement à ce dont parlait Alain tout à l'heure, c'est l'étude de ce qui se passe dans les noyaux des cellules. Vous savez que, théoriquement, une cellule, elle est diploïde. Ces diploïdes, donc c'est les chromosomes qui vont par paire. Or, quand une tumeur apparaît, elle s'indifférencie par rapport au tissu normal. Et plus une tumeur est indifférenciée, et plus elle a des caractères anormaux,
eh bien ça peut se traduire par une aneuploïdie qui est plus ou moins marquée. Et on a pris l'habitude ici de demander des ploïdies. Ces ploïdies ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, il faut le savoir, mais elles donnent un apport tout à fait intéressant et parfois même crucial dans le diagnostic de certaines cytologies urinaires qui sont un peu compliquées à lire, et quand on a une forte aneuploïdie, eh bien c'est extrêmement suspect. Les écueils de la cytologie urinaire, très important pour vous en pratique clinique quand vous les prescrivez. Bon, quand il y a une infection urinaire, ça peut perturber, donc il faut traiter l'infection urinaire avant de demander un autre examen. Mais la technique de recueil, lorsqu'un prélèvement d'urine qui doit être assez conséquent, on ne peut pas faire une ploïdie sur 15 cc d'urine, on ne peut pas faire une bonne cytologie urinaire sur 15 cc d'urine. Donc il faut suffisamment d'urine, et puis il faut que ces urines soient fraîches. Dans l'immense majorité de l'esprit des patients, des urines fraîches, c'est j'ai passé la nuit, je me lève et je donne des urines. C'est exactement pas ça. Les urines qui sont restées toute la nuit dans la vessie contiennent des cellules qui se sont lysées. Ces cellules sont donc ininterprétables. Or, justement, ce qu'on cherche à savoir, c'est comment sont les cellules. Donc, il faut des urines fraîches, et c'est pour ça qu'on demande aux patients de se déplacer au laboratoire, de venir uriner sur place au laboratoire, et puis ensuite, la technique est faite dans la foulée. Et c'est pour ça que quand un patient prend son ordonnance de cytologie et va dans n'importe quel laboratoire qui est en bas de chez lui parce qu'il a l'habitude et qui revient nous voir en consultation en disant bah, finalement, ça m'embêtait d'aller là-bas, je suis allé en bas de chez moi. Oui, mais c'est pas interprétable parce que votre truc, comme le laboratoire ne peut pas le traiter, bah, il l'a fait transporter dans un autre labo, ça a été traité, c'était le week-end, 3 jours, 4 jours, 5 jours après. La cytologie ne conclut pas à grand-chose, ben, c'est douteux, il faut la refaire. Donc, c'est très important cette technique. Et nous-mêmes, au laboratoire, au bloc opératoire, on peut faire des cytologies, non pas sur les urines de la vessie, parce que ça se donne comme ça, enfin au laboratoire, mais on peut prélever des urines par des sondes urétérales qu'on rentre dans les uretères et on recueille de manière séparée les urines. Pourquoi est-ce qu'on est amené à faire ça? Eh bien, imaginons un patient qui fait une hématurie. Cette hématurie n'est pas identifiable dans sa cause par un neuroscanner et par une fibroscopie, mais la cytologie revient tumorale. On regarde la vessie, en fibroscopie, il n'y a rien. Alors on va chercher au bloc opératoire, en faisant de la cytologie urinaire séparée, on recueille les urines de la vessie, les urines de l'urétère droit, les urines de l'urétère gauche, donc ce qui vient de l'arbre urinaire droit et gauche. Et lorsqu'on a un résultat avec une cytologie pathologique, tumorale d'un côté, on a identifié la cause et on peut aller regarder dans ce côté. Voilà une pratique. Ce n'est pas très fréquent, mais ça nous sert beaucoup. Je vous rappelle très rapidement ce schéma des tumeurs urothéliales. On n'est pas que dans la vessie, là, on est dans tout l'appareil urinaire. Vous avez... Pardon. Alors, excusez-moi, ça c'est pas bien. Je vais fermer. Voilà, désolé. Et deuxièmement, je vais revenir en arrière. Si j'y arrive. Alors, comment je reviens en arrière comme ça, peut-être? Voilà. Donc, tu vois, il tombe par terre et c'est pas grave. Donc, je reviens là-dessus. Ça, c'est le pointeur. Ça, c'est très important à avoir en tête. Comme je ne sais pas si vous avez l'habitude, je vous explique en 2 minutes. Quand un patient fait une hématurie, qu'on découvre en échographie, par exemple, un polype de vessie. On peut dire polype, on peut dire boule, on peut dire tumeur, on peut dire ce que vous voulez, lésion, ce que vous voulez. Cette lésion, elle va être caractérisée par deux éléments très importants. Le stade et le grade. Le grade, c'est le type cellulaire qui compose cette tumeur. On dit actuellement bas grade et haut grade. Ça a remplacé le grade 1, grade 2, grade 3. Ça dit bien ce que ça veut dire. Les tumeurs de bas grade sont des tumeurs qui sont bien différenciées. Les tumeurs de haut grade sont des tumeurs qui sont indifférenciées, de façon plus ou moins importante. Or, il y a une très nette différence entre ces tumeurs de bas grade qui ont un risque évolutif de progression relativement faible et les tumeurs de haut grade qui ont des risques évolutifs et de progression importants. Ça, c'est le grade. La deuxième chose, c'est le stade. Le stade, c'est l'importance de l'infiltration, de la pénétration de cette tumeur dans la vessie ou dans l'urétère ou dans le rein.
Lorsque cette tumeur reste très superficielle, on l'appelle TA, c'est-à-dire qu'elle est juste au niveau de la muqueuse. Lorsqu'elle descend un peu plus bas, mais qu'elle atteint le chorion, on l'appelle T1. Et puis lorsqu'elle arrive jusqu'au muscle, c'est T2. Il y a une barrière là, ici, il y a une frontière très importante. Ici, on est dans les tumeurs non infiltrantes qu'on peut traiter par diverses manières, soit simple surveillance dans certains cas, soit des instillations d'améticine ou de BCG, vous en avez tous entendu parler. Mais lorsqu'on passe de ce côté-là, on est dans des tumeurs qui infiltrent le muscle, elles ne sont plus accessibles à ces traitements locaux, et donc on parle de cystectomie, de radiochimiothérapie, enfin de toute autre technique, donc beaucoup plus agressive. Et j'en reviens à mon titre. Quel est l'intérêt de la cytologie urinaire? C'est justement de nous aider à faire un diagnostic précoce avant qu'on soit confronté à cette situation-là, bien évidemment. Eh bien, vous voyez, toutes ces tumeurs, elles ont... Là, il est pas mal ce schéma. Vous voyez, ça, c'est des tumeurs qui sont superficielles et bien différenciées. Bien différenciées. Et puis ici, regardez la partie qui affleure et qui dépasse dans la lumière de la vessie, par exemple. Vous voyez, c'est beaucoup moins bien différencié. Ces tumeurs-là vont donner des cytologies urinaires de type tumoral. Celles-là aussi peuvent donner des cytologies urinaires tumorales, tout en étant T1, et celles-là également des cytologies urinaires de type tumoral, tout en étant TA. Mais le plus volontiers, elles ont des cytologies urinaires de type bénigne, ou irritative, ou de bas grade. Et puis regardez ici, il y a une tumeur qui est invisible en échographie, en scanner, en IRM, en tout ce que vous voulez, et qui est faite de tumeurs, de cellules extrêmement agressives. C'est ce qu'on appelle le carcinome in situ. Je vais vous en montrer un exemple tout de suite. On est dans la vessie. C'est que des cas cliniques tirés de la consultation quotidienne. Hein. C'est un patient qui est jeune, il a 55 ans. Depuis 6 mois, il a des besoins pressants, des douleurs dans la vessie. C'est un avocat, il est stressé. Bon. Il a eu 4 CBU en 6 mois qui ont montré des leucocytes dans les urines. Et il a eu un diagnostic, et donc bien sûr il a l'échographie qui montre rien d'autre, il y a des calcifications de la prostate, toutes les prostates ont des calcifications, on s'en fiche complètement. Et donc il a un diagnostic de prostatite chronique évidemment qu'on voit traîner partout, et il est mis à 4 semaines de flossette. Au bout de 3 semaines de flossette, il dit j'en ai marre, et puis j'ai mal, et puis je sais pas quoi. Bon, on lui fait une cytologie urinaire, elle est tumorale de haut grade. C'est de la pratique quotidienne ça, hein, quasi quotidienne. Et voilà ici, vous voyez, cette zone-là, cette petite zone rouge, comment voulez-vous que ça se voit en échographie ou en scanner? C'est impossible de voir ça. C'est la cytologie urinaire qui fait le diagnostic. Ok, on fait la fibroscopie quand on a un peu l'œil, mais on a tous l'œil, les urologues, on voit ça. Et ça, plus cytologie urinaire, égale bloc opératoire, égale résection, égale carcinome in situ, égale 6 instillations de BCG, etc., un protocole. Donc là, c'est un exemple absolument crucial de l'intérêt de la cytologie urinaire. C'est de la pratique quotidienne courante. Ça, c'est complètement différent, je vous l'ai mis exprès. Ça, c'est un patient qui a une échographie de la prostate, de la vessie et des reins, parce qu'il est allé voir son médecin, qui lui a dit « Oh tiens, on va vous faire une écho, parce que ça fait bien longtemps que vous avez rien eu. Vous ressentez quelque chose ?» Non, rien. Aucun symptôme, 0 symptôme. Voilà. Mais son médecin lui fait faire une écho. Et il tombe sur cette grosse tumeur. Voilà, on voit cette grosse tumeur exophytique qui est évidemment visible en échographie. À côté, il y a une... Vous voyez cette petite tumeur qui est beaucoup mieux différenciée. Vous voyez, vous vous souvenez du schéma qu'on a vu il y a 2 secondes. Voilà un polype différencié superficiel qui n'envahit pas du tout la muqueuse, qui est ce qu'on appelle un TA grade de bas grade. Et voilà ici la grosse tumeur malheureusement infiltrante qui rentre dans la vessie, qui rentre dans le muscle. Oui, il y a des cas comme ça où des patients n'ont aucun symptôme. C'est vrai pour tous les organes. Et malheureusement, on arrive à une tumeur infiltrante. Ce patient a eu une cystectomie. Il avait un stade PT2, c'est-à-dire envahissant le muscle, etc. Là, la cytologie urinaire n'est pas d'un apport crucial, évidemment. Même elle n'a pas beaucoup d'intérêt, en tout cas après, pour décider de la cystectomie. En revanche, ce patient, on va lui garder ses reins et ses urtères. Il a eu une entérocystoplastie.
Vous savez que les tumeurs de vessie sont en fait des tumeurs de l'appareil urothélial. C'est une première approche. Disons qu'on modifie un petit peu ça. Mais n'empêche que les patients qui a fumé, qui fait un cancer de la vessie, est un sujet à risque de récidive au niveau de ses urtères et de ses reins, de ses voies excrétrices. Il sera intéressant, dans la surveillance de ce patient, de lui faire, bien sûr, des uroscanners et des cytologies urinaires. Ces cytologies urinaires sont un peu difficiles à interpréter parce qu'on a refait une vessie avec de l'intestin et la cytologie urinaire, dans ce cas-là, est difficile. N'empêche que, si on voit arriver dans la surveillance une cytologie urinaire tumorale, il faut drôlement se méfier de ne pas avoir une récidive dans une des deux cavités du haut appareil, droit ou gauche. Voilà un patient de 62 ans qui fait des hématuries à 3 reprises depuis maintenant 24 mois en fait. Et il a eu 2 cytologies urinaires normales à 6 mois d'intervalle, un uroscanner normal. Ça, c'est sa fibroscopie vésicale. On est embêté dans ces patients-là. Ces vessies-là, elles sont beaucoup plus compliquées à examiner que la vessie que je vous ai montrée précédemment. Une vessie toute lisse où on voit une petite zone rouge très suspecte. Ça, c'est pas facile à examiner. L'apport de la cytologie urinaire est très rassurant là. Parce que la cytologie urinaire, qui est normale à 2 reprises chez le patient qui fait des hématuries, et chez lequel l'uroscanner est normal, et chez lequel, quand on examine soigneusement la vessie, on ne trouve rien. Mais quand on voit dans ce genre de vessie, on voudrait être sûr d'avoir examiné, je ne vous ai pas mis d'autres photos, mais il avait des diverticules absolument partout. Ça, c'est une vessie de lutte et une grande vessie distendue. La cytologie urinaire, ici, est très importante et très utile pour nous. Voilà une femme de 28 ans qui fait un épisode d'hématurie. Je voudrais, à cette occasion, dire quelque chose. Un saignement, une fois, ça a duré 5 minutes. Bon, on va voir si ça récidive. Mais pourquoi voir si ça récidive? C'est pas normal de pisser du sang. C'est pas normal de pisser du sang. Quand on pisse du sang, il faut savoir pourquoi. La majorité des cas, c'est un calcul. Bien sûr, s'il y a une cystite, on la traite. Mais quelqu'un qui a fait une hématurie macroscopique, il faut retrouver la cause. Et même parfois, de façon inattendue, puisque cette femme de 28 ans, oui, elle a fait des cystites. Mais elle a fait une hématurie en dehors d'un épisode de cystite. Elle a eu une échographie. L'échographie, quand vous regardez l'échographie, bien souvent, l'échographie, elle n'est pas parfaitement faite. Non pas que le radiologue ne soit pas compétent, mais simplement, les patients arrivent, ils attendent 1 heure avec la vessie pleine, puis ils vont aux toilettes, et quand on fait l'échographie, la vessie est vide. Mais ça ne sert à rien de faire une échographie sur vessie vide ou au quart rempli, parce qu'on ne peut rien voir du tout. Deuxièmement, une échographie, ça examine correctement une partie de la vessie, mais toute la partie du dôme est compliquée à voir. Faire une cytologie urinaire et faire une fibroscopie, c'est rien du tout. Et dans son cas, ben voilà, cette patiente, elle avait effectivement une échographie sur vessie vide, donc les calcifications sur cette tumeur n'avaient pas été vues. La tumeur n'avait pas été vue alors qu'elle aurait été visible. Et puis, heureusement, c'est un cytologie urinaire de bas grade. Elle a eu un TA de bas grade. Ça fait 5 ans maintenant. Et on la surveille en échographie, en cyto. On fait une cystoscopie. À 5 ans, il n'y a plus rien. On s'est arrêté. Mais elle sait que si elle récidive une hématurie, il faut qu'elle revienne. Et si on n'avait rien fait, on aurait laissé évoluer une tumeur qui aurait pu ne pas saigner avant encore 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans. Ça, c'est plus compliqué. C'est un patient qu'on met sur la table pour faire une prostatectomie radicale, qui fait un arrêt cardiaque à l'induction au moment de la péridurale. Récupéré et renvoyé en cardiologie. Il a eu un bilan cardiaque 8 jours avant qui était normal. On lui trouve, je ne sais pas quoi, je ne sais plus quel... bref, il est contre-indiqué pour de la chirurgie, puis lui-même n'a pas du tout envie de recommencer, bien évidemment, et on lui fait une radiothérapie de son cancer de prostate, une hormonoradiothérapie. En 2007. Il fait, je ne l'ai pas mis sur la diapo, en 2012, il fait une hématurie. Il a le droit à l'uroscanner, à la cytologie urinaire, à la fibroscopie, tout est normal. Pas de nouvelles jusqu'à 2018. En janvier 2018, il appelle, il dit j'ai de nouveau pissé du sang et j'ai même été en rétention d'urine sur caillotage vésical. Il est sous anticoagulant, il a des raisons de saigner. Je lui fais cette fibroscopie, après lui demander une cytologie urinaire qui me répond dysplasique. Vous m'avez dit cytologie urinaire dysplasique. Je regarde là. Ouais, dysplasique. On sait que c'est embêtant parce que c'est compliqué, c'est de la cytologie urinaire compliquée. La patiente a été radiothérapiée.
Je fais bien sûr une fibroscopie et vous voyez, cette vessie, elle n'est pas facile à examiner parce que c'est une grande vessie distendue. On ne voit pas très bien là, mais il y a plein de plis partout, etc. Ça, c'est de la séquelle de radiothérapie, c'est de la séquelle de radiothérapie. Mais ça aussi. Mais je m'arrête là-dessus en me disant, ça ne ressemble pas vraiment à ça. Hein. Alors, on va voir ce que ça devient. Le patient, il est fragile sur le plan chirurgical. Bon. Et je lui dis, écoutez, dans 3 mois, on refait une cytologie et je regarde. Je viens de le revoir. 3 mois plus tard, la cytologie urinaire, elle est tumorale de haut grade. Bon, l'affaire est entendue. Hein. Ce truc-là est complètement anormal. Il est prévu en résection la semaine prochaine. Oui, on sait que les radiothérapies aussi ciblées, parfaites, tout ce que vous voulez, ça a des effets secondaires. Et en particulier, il y a un lien entre la survenue 10 ans plus tard après une radiothérapie, par exemple d'un cancer du rectum ou d'un cancer de la vessie pour une radiothérapie de la prostate. Ça existe. Je pense que je vais tomber sur un stade, soit un TA de haut grade, soit un T1 de haut grade. Je ne sais pas encore. Docteur Medenbeck, je vais vous demander de conclure. Mais absolument. Alors, je vais conclure vite. Il me reste quoi, 3 minutes ? Non, je vais vous demander de conclure et après, il y aura des questions probablement dans la salle auxquelles vous devrez répondre. D'accord. Alors, vous voulez que j'arrête tout ça ? Bon, ben, je vais arrêter. Je vais passer ces images-là. Juste, je voulais vous le montrer. Je peux montrer comme 2 choses ? C'est important. Hématurie avec une cytologie urinaire de bas grave ou irritative. Voilà l'intérieur de l'urétère qui est normal. Bien sûr, on avait le diagnostic avant. Voilà un calcul dans le rein. Un calcul dans le rein peut donner une cytologie urinaire irritative. Mais regardez, voilà une hématurie avec un uroscanner normal. Une cytologie urinaire de bas grade, ça a été répondu bas grade ou irritative. Et en fait, en cystoscopie, ça saigne d'un côté. On monte dans le rein et on tombe, je m'excuse, la photo est un peu floue, mais ici, il y a un polype de bas grade qui est là. Ça, c'est le fil guide qui permet de rentrer dans le rein. Néphrouréthérectomie gauche, pour un T1, en 2018, sur un rein unique droit, la cytologie urinaire est de bas grade. Et voilà les polypes qui sont dans l'urétère. Je vais me faire engueuler, j'avance. Dernière chose quand même, 61 ans, hématurie, cytologie urinaire tumorale, uroscanner normal bien fait, sans contestation. Et voilà la fibroscopie. Et vous avez ici une tumeur infiltrante, c'était une tumeur, non, pardon, T1 haut grade, sur le verumontanum. Ça, c'est les lobes latéraux de la prostate. Et voilà cette tumeur qui s'est développée sur le verumontanum. Donc, le message, c'est quoi ? C'est un examen non invasif. L'intérêt, j'espère vous avoir convaincu. Il est intéressant pour le diagnostic, pour le suivi. Et lorsque vous avez un patient qui fait une hématurie, une impériosité, des douleurs vésicales, qu'il est gros fumeur, qu'il a des expositions professionnelles, je ne vais pas m'étendre parce que j'ai plus le temps, demandez des cytologies. Merci beaucoup. Bien, merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Oui, bonjour, Natacha Regensberg, médecin généraliste. J'ai une question qui est en fait un cas clinique. Un patient de 60 ans qui avait une hématurie microscopique retrouvée de façon systématique. J'ai demandé une cytologie qui a retrouvé des cellules tumorales. Il a eu une échographie, une fibroscopie et ça n'a rien montré. On a refait ensuite un examen qui montrait une cytologie négative. Donc je voulais savoir, est-ce qu'on se contente à ce moment-là de redemander un contrôle ou est-ce qu'il faut, par exemple, faire ces cytologies étagées dont vous parliez ? Est-ce qu'il a eu un uroscanner ? Il a eu un uroscanner et il a eu une cystoscopie. Donc vraiment, on est allé jusqu'au bout de l'exploration. D'accord. C'est une cytologie urinaire tumorale de haut grade ? Si je ne me trompe pas. Donc ça peut être une cytologie dysplasique. Bah, écoutez, donc s'il a eu un uroscanner bien fait, ça veut dire qu'il y a eu des injections de l'Azilix. Ça a été un uroscanner fait par un radiologue qui connaît la radiologie urologique. Il faut savoir que tous les praticiens qui sont ici, on travaille tous en RCP, c'est-à-dire qu'on revoit les images en réunion de concertation pluridisciplinaire, parce que quand le radiologue est là et qu'il a 40 scanners à voir dans la journée, il peut passer à côté, donc c'est indispensable de le revoir. Et quand on revoit, parfois, on voit quelque chose, on voit une toute petite lacune qui fait 3 ou 4 mm, etc. Bon, admettons que uroscanner normal, une première cytologie urinaire qui était plutôt irritative ou de bas grade, puis un contrôle de cytologie urinaire qui est normal.
garder le patient et la fibroscopie qui est normale. Si tout ça est vraiment normal, on ne va pas aller l'embêter jusqu'à le faire. Ce ne serait pas vrai s'il avait une cytologie urinaire tumorale qui se confirmait. Hein. Là, il faudrait vraiment savoir pourquoi. Mais dans votre cas, non. Mais vous le faites revenir 6 mois après, on refait une cytologie urinaire. C'est ce qui était prévu. Merci. Une autre question? Alors, je pense qu'on va faire 2 réponses parce que Madame Badaoui est là. Moi, je la demande. Comme, parce que j'ai été éduqué par ce laboratoire. J'ai été éduqué par Laurent, qui m'a dit, écoute, il faut faire de la cytologie et de la ploïdie, et je vais t'expliquer pourquoi, et tu vas venir regarder. Mais elle est faite très peu. Je ne sais même pas combien de laboratoires font cette ploïdie. Voilà, presque les seuls, ça veut dire quasiment les seuls, quoi. Donc c'est effectivement compliqué à demander ailleurs. Il faut en tout cas s'assurer d'avoir un très bon cytopathologiste. Ça, c'est vraiment important. Voilà. Mais la ploïdie, c'est vraiment une technique qui est pas. C'est comme les cellules circulantes, c'est comme, enfin, ce sont deux choses, quoi. Moi, comme biologiste, je pense honnêtement qu'il faut la demander. Mm-hmm. Moi, je travaille avec la ploïdie. Hein. Pour moi, c'est un instrument indispensable. Oui. Oui. Tout à fait. En fait, on arrive à avoir une très bonne corrélation, même pour nous. En fait, donc, on a la cyto, on a la ploïdie, et très souvent, enfin, presque tous les jours, je dirais, on a cette corrélation cyto et ploïdie. Quand je lis la cytologie et qu'il y a marqué cytologie bénigne ou irritative et que j'ai une ploïdie normale, je suis rassurant pour le patient. Quand j'ai une cytologie irritative avec une aneuploïdie qui commence à dépasser 8%, je lui explique qu'il faut aller plus loin. Et généralement, on ne se trompe pas. Ouais. D'autres questions? Ben, merci beaucoup. Non, moi j'ai une question à vous poser. Dans le cadre de check-up, on demande très souvent, dans un bilan biologique, de tous les marqueurs qu'il y a sur le marché, les marqueurs cancéreux. Est-ce que vous pensez que, même si c'est visiblement assez difficile, on ne trouve pas beaucoup de laboratoires qui font ce type de test, est-ce que vous pensez qu'on peut associer dans un check-up élargi à un patient à risque des cytologies urinaires? Bon, c'est une question médicale et de politique de santé. Donc, je pense on peut répondre au coup par coup. Il y a des facteurs de risque. Par exemple, si on pense au syndrome de Lynch, c'est pas fréquent, mais on sait que dans ce syndrome-là, ces cancers colorectaux avec une anomalie génétique, on sait que dans ces syndromes-là, on doit faire des recherches larges, et il se trouve que les tumeurs de la voie excrétrice, et notamment de la voie excrétrice supérieure, arrivent en numéro 3 en localisation. Donc c'est rare, ça peut valoir le coup. Deuxième exemple, des patients qui ont ce qu'on appelle la néphropathie des Balkans. La néphropathie des Balkans, c'est cette pathologie à très haut risque de cancer de la voie excrétrice qui est apparue, qu'on a identifiée dans les années 50, dans toute une population qui habitait dans cette région des Balkans. Et ce n'est pas une cause génétique, c'est lié en fait à un produit, à une plante qui se met dans les champs de blé, qui contamine la farine. Et je suis en train de chercher, bon, je vous parle le nom parce que je l'ai noté, mais je l'ai oublié, et qui entraîne par sa toxicité sur les voies excrétrices un cancer des voies excrétrices 50 à 60 fois supérieur au risque dans le reste de l'Europe, par exemple. Quand on identifie une insuffisance rénale par néphropathie des Balkans, c'est sûr qu'il faut le faire. Troisième facteur de risque, par exemple, c'est le gros fumeur. À plus de 20 paquets à l'année ou 25 paquets à l'année, on a un risque augmenté par 7 de faire un jour une tumeur de la vessie ou une tumeur des voies excrétrices. Autrement dit, on peut se poser la question, et moi je sais que, alors hématurie microscopique certainement, mais ça me semble possible de demander une cytologie urinaire chez ces patients exposés, ou alors les patients qui ont été exposés pour des raisons professionnelles, les trichloroéthylènes, les dérivés de l'arsenic, etc., etc. Il y a un vrai risque. Donc ça peut se poser, oui.